Alors, nous allons terminer cette journée qui a été riche par une deuxième table ronde concernant le mineur privé de liberté, une privation de liberté pour qui, pourquoi, l'enfermement carcéral, une réponse éducative ou répressive. Alors j'y vois une intention un peu provocatrice de la part de l'organisatrice, puisque ça serait presque éducatif et répressif, tant dans le milieu carcéral, on a une particularité, puisque je crois que cette justice des mineurs est sous le sceau de l'originalité, on l'a suffisamment dit cet après-midi, et cette originalité dans un établissement pour mineurs, c'est un couple, un binôme, justement, PJJ et administration pénitentiaire. Alors, je ne sais pas si on peut utiliser la formule de prison-école, peut-être que c'est un peu osé, mais je vais dès à présent donner la parole à Madame Aurélie Martinière, qui est la directrice adjointe de l'établissement pour mineurs de la Valentine. Merci. Alors, bonjour à tous, plutôt bonsoir, parce qu'effectivement, là, on commence à être en fin de journée. Donc, avant de rebondir justement sur cet intitulé provocateur qui m'a forcément interrogée, juste je vais me présenter pour que vous compreniez aussi sur quoi va se baser mon propos. Alors, notamment sur mon expérience, mais aussi effectivement sur les évaluations qui ont été faites, parce que c'est important aussi d'avoir quelques chiffres et quelques éléments objectifs pour étayer aussi notre pratique professionnelle. Donc, je suis Madame Martinière, je suis directrice de service pénitentiaire. J'ai commencé ma carrière dans un centre pénitentiaire en tant que directrice de détention, donc celui du Pontet. J'ai commencé en maison d'arrêt, qui abrite les détenus prévenus et condamnés à moins de 2 ans, grosso modo. Puis en centre de détention, donc là où je m'occupais des longues peines, donc condamnés longue peine, avec le quartier de semi-liberté, où j'avais déjà un œil sur la sortie de mes détenus. Au sein de ce centre pénitentiaire, il y avait aussi un quartier mineur. Donc ça me permet aujourd'hui effectivement d'avoir un étayage sur, on va dire, assez global sur les lieux d'incarcération, puisque j'ai pu effectivement exercer en quartier mineur. Et effectivement, après un passage en direction interrégionale, où j'étais adjointe au chef de département des politiques d'insertion, de probation et de prévention de la récidive. Un très long nom pour effectivement évoquer toutes les politiques qui sont mises en place, notamment par le SPIP, mais également par les établissements en matière de lutte contre la récidive et de réinsertion. J'ai pris mes fonctions il y a à peu près un peu plus d'1 an sur l'établissement pour mineurs de la Valentine. Alors, quelques chiffres, juste pour que vous ayez un petit peu une dimension de ce que ça représente, en fait, l'incarcération des mineurs au niveau national et par rapport à l'incarcération globale des détenus. Il faut savoir que les mineurs, ça représente 1,1% de la population pénale écrouée actuellement. On a à peu près 704 mineurs qui étaient écroués en 2015. Alors contrairement, effectivement, on a pu l'évoquer ce matin et en début d'après-midi, il y a eu effectivement un tournant de la politique et de la politique pénale des mineurs. On observe quand même une diminution par rapport à 2014 de 3,7% des incarcérations de mineurs au niveau national. En 2015, autre élément marquant, parce que c'est ça qui va conditionner aussi les moyens qu'on met dans la prise en charge des mineurs, il faut savoir qu'au niveau national, on a 63,8% qui sont prévenus. Alors, je relativiserai ces chiffres parce qu'après, je vais vous parler un peu plus effectivement de ma direction interrégionale, la PACA, donc PACA Corse, au niveau de l'administration pénitentiaire, puisque nous, on est sur des taux beaucoup plus importants de prévenus parce qu'on est au-delà de 80%. Donc c'est vrai que ça change aussi la manière de travailler. Alors, à titre de propos introductif sur effectivement cet intitulé que revêt mon intervention, donc l'enfermement carcéral, une réponse éducative ou répressive. Alors je me suis beaucoup effectivement posé de questions par rapport à cet intitulé et j'ai envie de vous dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et les deux alors que ce soit en milieu ouvert ou même au niveau carcéral, parce que de fait, quand on a des mineurs qui sont incarcérés, ils sont forcément enfermés en vertu effectivement à un moment donné d'une décision judiciaire. Et du coup, effectivement, la répression, on l'a, on va dire, de fait.
Toutefois, quand on travaille, quand on a un praticien à l'intérieur, alors soit d'un quartier mineur et d'un EPM, et quand on prend en charge les mineurs, eh ben, forcément, il y a une dimension éducative qui est très importante. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, éducatif, ça s'oppose pas à la punition ou à la sanction. Pour moi, une punition, elle doit être éducative. Voilà. Et à un moment donné, quand il y a un acte qui est posé par un mineur, c'est très important qu'il y ait une réponse. Alors j'ai envie de dire pas quelle que soit la réponse, mais une réponse relativement rapide. Et ça se verra d'autant plus rapide au niveau pénitentiaire, parce qu'effectivement on est dans un microcosme où il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire parce qu'il peut y avoir un phénomène de mimétisme et là on gère un groupe et non pas un individu. Donc ça c'est quand même une particularité du monde carcéral, mais je pense que ça se retrouvera aussi sur les hébergements, c'est-à-dire qu'on sort de la dynamique, on gère un mineur en tant que tel avec son parcours, on est aussi dans la gestion d'un groupe. Voilà. Alors je l'ai dit aussi au niveau je pense qu'il faut aussi sortir des représentations du monde carcéral. Il y en a beaucoup, c'est normal puisque c'est un monde qui est assez méconnu, même si on s'ouvre de plus en plus à la société, de plus en plus d'intervenants, on va dire, franchissent les portes de la prison, des associations, des intervenants, d'autres administrations, et je trouve que c'est une bonne chose. On est de plus en plus contrôlés, et c'est une bonne chose aussi, parce que ça nous permet aussi de remettre en cause nos pratiques qui des fois, sont plus des pratiques pluriséculaires que véritablement des pratiques qui vont dans le sens, effectivement, qui devrait être. Donc, les missions d'administration pénitentiaire, alors qu'elles soient pour les majeurs ou les mineurs, c'est la garde et la réinsertion. Donc, schématiquement, la garde, c'est pas d'évasion et pas de suicide. La réinsertion, c'est quand même le deuxième point fort, deuxième mission qui est dévolue à l'administration pénitentiaire et qui est un volet de plus en plus important. Et en gros, la réinsertion, c'est quoi ? C'est participer à l'apprentissage des règles de la société, la préparation au retour du détenu dans la société afin d'éviter la récidive. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'est plus dans une fonction rétributive de la peine, c'est-à-dire il y a un acte qui est posé, on le met à l'écart de la société. Maintenant, il faut bien se rendre compte, de toute façon, que majeurs ou mineurs, mais c'est d'autant plus vrai pour les mineurs, ils sortiront de prison. Ils vont revenir dans la société, donc il faut qu'ils reviennent en évitant d'être plus abîmés que quand ils en sont rentrés et en présentant un certain nombre alors je dirais pas de garanties, parce que là c'est un volet très judiciaire, mais en présentant un certain nombre de facteurs qu'ils ont pu développer en prison. Voilà, la vie, le vivre ensemble, le fait effectivement de pouvoir avoir repris une scolarité, le fait de pouvoir d'avoir réussi à avoir des diplômes qui leur serviront, toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, le temps de prison doit être un temps utile. Au niveau de la PJJ, donc je suis entourée de la PJJ à mes côtés, donc je parle sur leur contrôle. Mais effectivement, eux, les missions vont être effectivement dans l'accompagnement, dans l'éducation et d'insérer les mineurs qui sont finalement le plus en difficulté dans la société. Donc il y a quelque chose qui est assez souvent dit, effectivement, la prise en charge des mineurs, c'est très complexe. Alors je ne vous cache pas qu'au quotidien, on se fait souvent des nœuds au cerveau. On est tout le temps dans la suractivité, même nous, professionnels, pour poursuivre nos mineurs qui sont incarcérés. Mais j'ai envie de dire, les choses, finalement, elles sont assez simples. Parce que la prise en charge des mineurs incarcérés, elle ressemble fortement à celle qu'en tant que parent et qu'en tant que bon père de famille, comme on parle souvent dans le langage juridique, chacun donne à ses propres enfants. C'est-à-dire qu'il faut savoir poser le cadre. Il faut savoir punir quand c'est nécessaire, à la juste proportion de ce qu'ont posé nos enfants ou des mineurs délinquants. Et il faut savoir aussi encourager, valoriser et récompenser. J'ai envie de dire qu'effectivement, alors c'est vrai que souvent au niveau de l'administration pénitentiaire, on souffre d'un déficit un déficit d'image, puisqu'effectivement on est un petit peu diabolisé. Comme étant, moi je vais être la méchante directrice qui va mettre au quartier disciplinaire un mineur. Alors bon, c'est un peu simpliste. Il faut savoir qu'à un moment donné, il y a des faits qui sont très violents, qui sont commis en détention et sur lesquels on doit apporter une réponse, comme effectivement l'autorité judiciaire apporte une réponse quand ces actes qui sont commis à l'intérieur de la société. Nous devons le faire parce qu'il y a des actes quand même qui sont très violents qui sont commis. Par contre, on fait en sorte, c'est-à-dire qu'on passe du temps pour expliquer la sanction aux mineurs. Comme je dis souvent, quand je préside les commissions de discipline, effectivement, il y a le temps, on va dire, de l'instance disciplinaire,
et puis il y a le temps que je passe après en cellule avec le mineur derrière pour lui expliquer les choses, parce que je souhaite qu'il comprenne et qu'à un moment donné, il ne récidive pas. Voilà, donc on est toujours dans la récidive sur le monde extérieur, mais la récidive aussi, le fait qu'il peut commettre. Et il faut qu'il entende effectivement que les faits sont très graves. Et je lui dis souvent, je préfère qu'on gère les choses en interne et avoir une sanction qui est proportionnelle, on va dire, aux faits commis, plutôt qu'effectivement vous preniez la quadruple peine, des retraits de crise de réduction de peine avec des jours supplémentaires, une nouvelle affaire au pénal. Enfin voilà, ces choses qui à un moment donné arrivent en plus avec un temps plus ou moins long et qui ne sont plus effectivement compris par le mineur de temps en temps. Donc pas d'antagonisme pour moi entre ces deux notions qui pour moi sont plutôt de l'ordre de la complémentarité, de la convergence. Et finalement, voilà, je pense que très pratico-pratiquement, il faut sortir de cette idéologie-là et vraiment faire converger les deux. Je travaille dans une institution où il mêlait la pluridisciplinarité. Et ce qui est important, c'est qu'on parle d'une même voix, quel que soit on va dire, son parcours professionnel, aux mineurs. Voilà. Ce qui est important, c'est ça. C'est comme on dit, les parents, voilà, il faut à un moment donné que les parents se mettent d'accord sur la manière d'éduquer un enfant. Si le père, il dit blanc et que la mère, elle dit noir, l'enfant, il va pas comprendre. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la PJJ, l'éducation nationale ou l'unité sanitaire, à un moment donné, on doit se coordonner pour, à un moment donné, donner des repères à des mineurs qui n'en ont pas. Et ça, c'est très important. Alors juste pour revenir un petit peu sur la délinquance des mineurs, donc il faut savoir que nous, on est régi par la circulaire de 2013 en termes de prise en charge des mineurs incarcérés, qui est une grosse circulaire qui balaye tout un pan de la détention des mineurs. Les mineurs sont considérés comme un public spécifique. Alors comme les femmes, je vous ai dit, ça représentait vraiment une toute petite partie de la population pénale incarcérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, en termes de prise en charge, on a 6 structures au niveau national qui sont type EPM, établissements pour mineurs. Donc, ce sont des établissements qui sont spécifiquement dédiés aux mineurs. On n'a pas de majeurs, d'une capacité d'accueil de 59 places. D'accord ? Et après, vous avez des quartiers mineurs. Donc, les quartiers mineurs, c'est quoi ? Ce sont des quartiers qui sont intégrés au sein d'un centre pénitentiaire où vous avez Vous avez une maison d'arrêt, vous pouvez avoir un centre de détention, voilà. Donc là, effectivement, ils côtoient. Alors, ils sont dans un quartier spécifique, mais effectivement dans un centre où on peut retrouver des majeurs. Donc, mon propos, il va être essentiellement tourné vers les mineurs hommes, tout simplement parce que mon expérience, elle est uniquement basée là-dessus. Et puis parce qu'effectivement, les mineurs femmes, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, on est encore dans la sous-représentation dans le monde carcéral. Alors, les singularités, effectivement, de travailler, alors soit en quartier mineur, soit en EPM, je vous l'ai dit, c'est la pluridisciplinarité. Alors, la pluridisciplinarité, elle est évoquée sur le papier. En pratique, elle est des fois très compliquée à mettre en œuvre, ce qui est normal parce qu'effectivement, on côtoie, alors que ce soit en quartier mineur ou en EPM, des administrations qui ont une histoire, une construction idéologique qui est des fois très différente, même des fois un peu, alors je dirais pas contradictoire parce que c'est pas vraiment le cas, mais en tout cas effectivement, on a des façons de voir les choses qui sont des fois différentes. Ces singularités, c'est effectivement, comme l'a noté le collègue, l'entrée de la PJJ effectivement dans le monde carcéral en 2004 et notamment avec l'arrivée des EPM à partir de 2007, qui s'est fait parfois douloureusement, sur certaines expériences, alors pas sur le PM de Marseille, mais effectivement ça a été compliqué parce qu'effectivement on changeait aussi la PJ a une identité propre. C'est compliqué des fois de travailler avec nous. Je le reconnais parce que nous on a notre propre aussi identité. On a des façons de voir les choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que l'administration pénitentiaire, on a l'habitude d'être sur des prises en charge individualisées, très peu sur des temps collectifs. Parce que déjà le rapport de force, généralement pour des raisons sécuritaires, on ne veut pas être confronté au groupe, parce que le groupe peut être source effectivement de débordement. Donc ça c'est valable de manière générale, même si on tend à se réformer progressivement. Alors qu'effectivement chez la PJJ c'est plutôt effectivement le maître mot, apprendre à vivre ensemble, préparer le temps collectif qui est une dynamique d'observation pour les éducateurs, pour voir comment évolue le mineur, comment il s'intègre au groupe et comment il évolue. Pareil, une autre habitude aussi au niveau de la PJJ, c'est vrai qu'effectivement, en termes d'orientation, c'est compliqué des fois pour les éducateurs qui sont dans les unités éducatives auprès des tribunaux,
de faire une orientation vers la détention, de proposer ça aux magistrats. Parce qu'à un moment donné, alors il y en a qui le font, mais ça peut paraître être contre nature parce que effectivement il y a cette on va dire ce truc de se dire mais finalement en quoi c'est éducatif d'incarcérer un mineur. Voilà, donc c'est très compliqué. Et autre chose aussi, c'est le rapport effectivement de la PJJ à la peine, puisqu'effectivement ils ont plus l'habitude de travailler sur des alternatives à l'incarcération, c'est-à-dire on évite l'incarcération, on évite que le temps d'incarcération soit trop long. Et l'aménagement de peine, c'était quelque chose dont ils n'étaient pas forcément habitués, contrairement aux SPIP qui sont assez rodés à cette pratique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles progressivement ils travaillent et sur lesquelles ils évoluent énormément. Autre partenaire, on va dire, de cette pluridisciplinarité, c'est l'éducation nationale. Il faut savoir qu'il y a une obligation de scolarité pour les mineurs incarcérés, effectivement, notamment pour les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans, ça représente à peu près 9% des publics mineurs incarcérés. Donc là, les enjeux, c'est la poursuite d'une scolarité qui est déjà existante. Alors, c'est très rare, je ne vous le cache pas. Et autrement, effectivement, une reprise de cette scolarité suite à, effectivement, des mineurs qui ont été en décrochage pendant un certain nombre de temps. Alors, il faut savoir que les mineurs, ils vont à l'école. On a à peu près 97% de mineurs qui sont scolarisés en détention. Alors, du fait aussi de la grande motivation des équipes enseignantes et puis du reste, effectivement, des éducateurs de la PJJ, des personnels de la paix qui essayent effectivement de dynamiser le mineur sur un retour à la scolarité, mais aussi le fait qu'ils ont tout à y gagner. Et qu'effectivement, il faut profiter de ce temps de détention, et que finalement, rester en cellule, c'est pas forcément très intéressant. Donc, du coup, un public captif, c'est toujours plus facile, effectivement, de le faire sortir de sa cellule. Autre partenaire, c'est la mission locale. Donc, la mission locale qui va intervenir sur les mineurs qui ont plus de 16 ans. Un rôle qui est fondamental, dans la mesure, effectivement, c'est elle qui va travailler le lien avec l'éducateur de milieu ouvert, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, contrairement au SPIP, où effectivement, donc les services d'insertion et de probation, qui en fait, eux, c'est pas le même CPIP qui va suivre le majeur en milieu ouvert et en milieu fermé. La PJJ, il y a un éducateur de milieu ouvert référent qui va suivre le mineur tout au long de son parcours, et même durant la parenthèse carcérale. D'accord ? Donc ça, c'est important parce que ça permet la continuité justement des prises en charge. Troisième chose, un positionnement très particulier des professionnels de l'administration pénitentiaire, puisque je vous ai dit effectivement qu'ils n'ont pas du tout les mêmes missions en quartier mineur ou en EPM qu'en détention classique, puisque effectivement ils vont participer à un certain nombre de modifications de règles posées du cadre. Alors le cadre, ça veut dire en gros tu fais ton lit le matin, tu as une bonne hygiène, tu prends ta douche, parce que ça fait partie aussi de poser un cadre et avoir une mission éducative. Ils vont effectivement faire beaucoup d'audiences avec les mineurs, parce que j'ai envie de dire le personnel à l'administration pénitentiaire, il est là 24 heures sur 24. Donc, quand il n'y a plus personne, quand à un moment donné, vous avez un mineur qui est prostré en pleurs, s'il faut faire 1 heure d'audience avec lui, ils le font. Donc, voilà, ça peut surprendre, mais c'est aussi la réalité du terrain. Et l'encadrement. Alors, encadrement et même animation de certaines activités en lien avec la PJJ, où effectivement, on arrive à voir des personnels qui, même s'ils sont en tenue, vont faire du foot avec les mineurs, vont proposer des activités ou même en animer certaines. Les difficultés. Donc là, j'ai évoqué toutes les singularités qu'il pouvait y avoir. Donc, les difficultés, effectivement, de prendre en charge les mineurs en milieu carcéral, c'est que trop souvent, malheureusement, on est confronté, mais ça, c'est la palisse, à un peu l'école du crime. Alors, c'est encore plus valable chez les majeurs que chez les mineurs, mais on a des primaires qui côtoient des multirécidivistes qui sont ancrés profondément dans la délinquance. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, ce qu'il faut savoir sur les EPM, c'est que dans leur doctrine originelle, ils avaient plutôt tendance à accueillir des primo-incarcérés, des longues peines, procédures criminelles, des mineurs qui n'étaient pas encore trop multirécidivistes, et on laissait ce type de profil plutôt sur des quartiers mineurs. La réalité, elle n'est pas tout à fait vraie, et dès le début à l'EPM de Marseille, c'était très compliqué. Je vous en parlerai après, du fait effectivement qu'il y a eu un sureffectif constant et chronique pendant des années. D'accord ? Donc en gros, l'EPM est devenu une maison d'arrêt pour mineurs.
il y avait du tout venant, avec effectivement des profils vraiment très très différents. J'ai d'ailleurs été étonnée, moi, quand je suis arrivée sur cet établissement, de voir voilà, qu'effectivement, on pouvait avoir des mineurs de 15 ans écroués pour une affaire criminelle, hein, donc des faits très graves, mais qui n'avaient pas de casier judiciaire, hein, qui étaient inconnus des services et de police et de justice, scolarisés, qui étaient quasiment en train de passer leur bac, et qui côtoyaient des multirécidivistes, pour lesquels ça faisait la 4e ou 5e incarcération. En plus, ils se retrouvaient, ils étaient forcément du même quartier, ils se retrouvaient tous ensemble. Donc c'est vrai que ça pose vraiment un problème de gestion. Alors pour vous donner un petit exemple, là actuellement on a, donc parmi tous nos multirécidivistes, a été écroué il y a peu de temps un mineur de 15 ans. Alors c'est celui qui a mis le feu. Enfin qui aurait mis le feu, hein, parce qu'il est prévenu encore, donc je n'ai pas prévu sa culpabilité, qui a provoqué en fait des incendies récents qui se sont passés sur Marseille. Donc voilà, c'est un mineur qui n'a pas de casier judiciaire, qui est tout petit, et qui la première fois que j'ai vu en audience m'a dit mais madame, elle est où la cour de récré? Voilà, donc c'est voilà, quand vous voyez ce type de profil incarcéré et quand vous vous rendez compte que peut-être pendant de longues semaines, de longs mois, il va se retrouver à côtoyer des mineurs multirécidivistes qui vont avoir qu'autre préoccupation d'essayer de le racketter, de mettre des pressions ou voire de le violenter, ouais, ça pose question. Alors j'en ai déjà un peu parlé, mais effectivement on a des logiques très clairement, hein, sur le milieu fermé, des logiques de groupe qui viennent un peu perturber notre prise en charge. Parce qu'au-delà, effectivement, de la prise en charge individuelle du mineur tout au long de son parcours, il y a aussi qu'est-ce qui va, voilà, il va se jouer une place dans le groupe. Et là, ça complique un petit peu la prise en charge. Puisqu'effectivement, vous allez avoir phénomène de raquette, de pression, et les premiers, ça va être les mineurs qui sont vulnérables. On constate aussi des choses, alors surtout sur Marseille, parce qu'effectivement l'emplacement de l'EPM, on va dire, est contraint à voir ce genre de choses. On a des fois sur 40, 50 mineurs écroués, une quinzaine de mineurs qui viennent de la même cité, qui se connaissent tous, qui ont délinqué tous ensemble, qui sont multirécidivistes et qui vont essayer effectivement de prendre la main sur les autres mineurs. Voilà. Et ça, c'est vraiment un gros problème pour nous, parce qu'à un moment donné, on n'est pas en capacité. Après la prison, il n'y a plus rien. Hein. Donc, on ne peut pas les exclure, on peut pas. Donc, il va falloir qu'on gère ça et qu'on protège nos mineurs qui sont vulnérables, tout en, à un moment donné, sanctionnant ceux qui sont les plus retors et qui peuvent exercer des pressions et des violences sur les plus vulnérables. Donc longtemps, c'est vrai que l'écueil, on va dire, de l'administration pénitentiaire, ça a été par impuissance, hein, de finalement ghettoiser un petit peu les unités. Donc voilà, tous dans le même quartier, on va les mettre sur une même unité, on va protéger les autres d'un côté. Donc en fait, finalement, on fait qu'institutionnaliser la loi du plus fort et au final, qu'institutionnaliser le fonctionnement qu'ils ont déjà à l'extérieur, alors qu'on est censé travailler sur justement l'inversion des valeurs qu'ils peuvent avoir. Donc c'est vrai que c'est assez problématique et je pense qu'effectivement il faut réfléchir un petit peu différemment. Autre écueil, c'est la difficulté de mettre en place une prise en charge quand le temps d'incarcération est aussi court. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mineur, en moyenne, il passe 2 mois et demi en détention. D'accord ? Pour certains, il y a 15 jours. Donc voilà, là on va dire le temps de la prise en compte de certains éléments de réflexion, de la prise en charge éducative, forcément elle pose question, elle complexifie énormément la prise en charge. On travaille beaucoup dans l'urgence pour effectivement arriver à mettre en place un certain nombre de choses pour préparer la sortie. Et autre écueil qu'on rencontre et qui est peut-être le plus important, c'est qu'il y a énormément de moyens qui sont déployés au niveau de l'incarcération des mineurs, alors encore plus en EPM qu'en quartier mineur. C'est assez structurant, effectivement, le cadre dont il manque, on peut dire qu'effectivement ils le retrouvent en prison, mais quid de l'extérieur et quand ils vont sortir ? Parce qu'effectivement, ils sont tellement bien encadrés que quand ils sortent, ils retrouvent leur famille, ils retrouvent leurs collègues,
Et là, on va dire que c'est beaucoup plus compliqué pour eux de résister, on va dire, à toutes les influences extérieures qui sont assez négatives et où le cadre, il n'existe pas forcément. Alors juste, je vais continuer mon propos pour vous expliquer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre le quartier mineur et les EPM. Sur les quartiers mineurs, je vous disais, on a des groupes plus réduits de mineurs incarcérés, donc on est à 2 à 3 sur Borgo en Corse, on a 31 mineurs sur le quartier mineur de Grasse, 25 sur Aix, 19 sur Avignon. Il y a des contacts avec les majeurs, alors je vous ai dit des quartiers étanches, mais il y a des contacts, ils peuvent se parler, hein, puisque effectivement les secteurs ne sont pas des détentions, sachant que vous avez certains secteurs qui sont carrément dans une aile de bâtiment de majeurs. Donc effectivement, il peut y avoir des trafics de cigarettes et autres. La dimension pluridisciplinaire, elle existe hein, dans un quartier mineur, elle est existante, mais les interlocuteurs sont moins nombreux. Il y a moins de moyens, effectivement. Et il y a un rôle essentiel qui doit être tenu par le gradé qui est responsable du quartier mineur, qui est un petit peu le centralisateur de toutes les informations du mineur. Et effectivement de la gestion de sa détention. Donc il y a moins d'accès au scolaire, on est à peu près à 12 heures semaine environ, moins d'offres d'activités en général, alors je vous parle en général hein, parce que ça dépend des quartiers mineurs, et un cadre qui est beaucoup plus pénitentiaire et qui est beaucoup plus basé sur un fonctionnement carcéral. C'est-à-dire que voilà, l'emploi du temps des mineurs, il est plus fonction, on va dire, des promenades que effectivement des temps éducation nationale. Sur le PM, on a autre chose, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on essaie d'exporter le droit commun en prison, et du coup, on essaye l'emploi du temps, il est focalisé sur l'emploi du temps scolaire, d'accord ? Il y a à peu près 20 heures avec le sport qui est mis en place. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce qu'effectivement, il y a des groupes scolaires qui sont faits en fonction du niveau des mineurs, mais qui ne prennent pas du tout en compte forcément les affinités, d'où recrudescence de violence au niveau du centre scolaire, parce qu'effectivement, quand ils se voient pas en unité, mais quand ils se voient, ils en profitent pour régler leur compte. Autre écueil, alors là, ça concerne plutôt les EPM, c'est effectivement l'absence de profil en fait, des surveillants pénitentiaires. Donc depuis 4-5 ans, ce ne sont plus des personnels profilés qui ont envie de travailler forcément avec les mineurs, mais c'est du tout venant, qui sur Marseille viennent plus pour, on va dire, de temps en temps des considérations familiales et de climat qu'autre chose. Et ça nous pose des difficultés en termes de gestion. Focus sur, parce que j'ai plus beaucoup de temps, sur les problématiques effectivement qu'on rencontre. Donc, grosso modo, les addictions. Voilà, prise en charge des addictions, qui est un réel problème. On est à 90% des mineurs quasiment qui sont addicts aux stupéfiants, avec une prise en charge qui est relativement limitée et sur lesquelles il faut vraiment qu'on progresse, même si on a peu de temps pour le faire. Alors, sur les pistes de travail, parce que je vous ai un peu présenté les écueils, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup la relation à l'empathie, à travers énormément de médias, que ce soit la médiation animale, à travers d'associations qui viennent avec une prise en charge individualisée des mineurs, et un travail autour de la famille sur la parentalité. Parce que ce que je vous disais, il ne suffit pas de s'occuper du mineur, il faut aussi préparer son retour dans son environnement et faire un travail avec la famille. De même, au niveau on travaille beaucoup sur des procédures d'éloignement de Marseille. Alors ça, on travaille beaucoup avec la PJJ, sur ce type d'action, on va dire, et de projet, dans la mesure où on a beaucoup de mineurs qui sont incarcérés pour trafic de stupes, hein, ça représente à peu près plus de 30%, et qui délinquent en fait dans leur environnement et qu'on va essayer effectivement d'extraire de leur environnement familial et environnemental. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on travaille effectivement sur des projets pour éviter l'incarcération majeure, parce qu'effectivement, ça a des effets énormément délétères, et un travail sur l'individualisation de la peine. Et je finirai peut-être par ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train, depuis des années, dans l'administration pénitentiaire, mais ailleurs aussi, de se rendre compte qu'on ne peut pas traiter les détenus, alors les détenus mineurs en l'occurrence, de la même façon. C'est-à-dire que chaque mineur a ses besoins, chaque mineur a son histoire, a ses potentialités, et il faut qu'on arrive à définir vraiment un projet individualisé qui ait du sens. Parce que donner la même prise en charge à des mineurs qui n'ont pas les mêmes besoins, c'est chronophage, ça fait perdre du temps, ça fait perdre de l'argent, et au final, c'est contre-productif. Donc, on essaie au maximum de développer, en dehors du droit commun,
des prises en charge plus spécifiques, renforcées, qui sont adaptées aux mineurs, parce qu'effectivement, ils n'ont pas tous la même... voilà, ils évoluent pas tous de la même façon. Voilà, et juste peut-être pour finir, parce qu'il y a des choses que je voulais évoquer par rapport à ce matin, mais bon, c'est pas forcément une note positive, donc je vais finir par une note positive. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a un fossé entre les lois, la législation, la réglementation et la pratique de terrain. Et je pense que sur beaucoup de sujets, et on l'a dit, on a parlé des mineurs non accompagnés maintenant, qu'on appelle donc les mineurs isolés, un vrai sujet actuellement, les mineurs qui potentiellement se radicalisent, un vrai sujet également. On ne sait pas faire, voilà, il ne faut pas avoir honte de le dire, on ne sait pas faire, on fait avec les moyens du bord. Et je pense que les expérimentations du terrain qu'on va devoir lancer vont forcément apporter peut-être des éléments aux législateurs pour qu'effectivement on parte du terrain pour effectivement poser un cadre législatif et réglementaire qui soit adapté. Merci Madame de nous avoir présenté une réalité, la réalité carcérale, votre quotidien, en évoquant aussi les écueils de ce milieu carcéral, sans langue de bois, et en évoquant aussi des difficultés liées à la population pénale et au profil que vous accueillez, si j'ai bien compris, donc assez compliqué en fait, notamment quand ils viennent de la cité, parce qu'au Beaumet, je sais qu'il y a une aile qui est réservée vraiment aux personnes vulnérables, donc on arrive à peu près à gérer. Donc, ça a l'air plus compliqué au sein d'un établissement pour mineurs. Vous avez évoqué la commission de discipline, alors c'est une question à laquelle je suis particulièrement sensible, puisque j'ai siégé un peu plus d'un an à la commission de discipline de l'UIN, au lendemain de la loi pénitentiaire qui permettait à un assesseur issu de la société civile d'apporter un regard extérieur, même si la voix n'est qu'une voix consultative et pas délibérative, avec encore dans ce milieu carcéral une spécificité, une originalité, notamment au niveau des infractions disciplinaires et des sanctions, puisque là aussi on retrouve cette idée de diminution de la sanction au regard de la minorité. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes sanctions qui sont évidemment infligées aux mineurs, avec aussi, et je crois que pour les étudiants c'est important de le savoir, une sanction disciplinaire, c'est aussi une proposition de la part du directeur qui préside la commission de discipline au juge d'application des peines, de retrait de réduction de peine. Donc il y a aussi cet aspect-là des choses qui doit être mis en perspective. Alors nous terminons par un sujet polémique, les centres éducatifs fermés, dont on a beaucoup entendu parler tout au long de la journée. Justement, on les questionne. Est-ce que c'est du milieu fermé ? Hier soir, on a bien compris que vous n'aviez pas du tout cette position. Donc, je vous laisse la parole et vous allez nous répondre sur ce questionnement par rapport au centre éducatif fermé. Donc, c'est Madame Céline Touré, qui est directrice du centre éducatif fermé de Marseille, les Cèdres. Je vous remercie. Je suis directrice d'un établissement de placement à la protection judiciaire de la jeunesse depuis 2012. Cet établissement s'est transformé en centre éducatif fermé depuis décembre 2013. Les CEF ont été créés par la loi de 2002. Les premiers furent créés en 2003. Donc je ne vais pas revenir sur le contexte de création des centres éducatifs fermés, car Madame Gallardo l'a bien expliqué ce matin. Par contre, je tiens quand même à souligner qu'il s'agit vraiment d'un dispositif complémentaire et intermédiaire entre les solutions de placement classiques et l'incarcération. Aujourd'hui, on en dénombre une cinquantaine, qui relèvent majoritairement du secteur associatif habilité. L'article 33 de l'ordonnance de 1945 rappelle que ces centres doivent permettre d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à la personnalité des mineurs. Donc le cadre est beaucoup plus strict que dans des établissements de placement classiques, ne serait-ce qu'en termes de déplacement des mineurs à l'extérieur de la structure. Suite aux différents rapports de l'inspection, du contrôleur général des lieux privatifs de liberté et des remontées qui ont pu être faites par les professionnels de terrain, un nouveau cahier des charges a été élaboré en mars 2016.
Il définit les modalités liées à la prise en charge spécifique des mineurs placés en CEF. Donc les CEF garantissent un accueil permanent des mineurs âgés entre 13 et 18 ans. Le placement constitue une alternative à l'incarcération. Ils sont destinés à une prise en charge de mineurs multirécidivistes, multiréitérants ou, nouveauté depuis 2016, ou des mineurs ayant commis des actes d'une particulière gravité. Donc je dis nouveauté parce que ce n'était pas prévu dans les anciens cahiers des charges, mais dans la pratique, on était amené à accueillir des mineurs pour des faits criminels. Donc les mineurs au CEF sont placés exclusivement dans le cadre d'une décision de contrôle judiciaire. Donc généralement, c'est, en tout cas pour le CEF de Marseille, c'est la majorité des mesures, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'une libération conditionnelle et de placement extérieur, par décision d'un magistrat. Donc essentiellement aussi par des juges des enfants. C'est aussi la différence donc, par rapport aux autres lieux de placement où il n'y a pas forcément une mesure de milieu ouvert en même temps que le placement. Les CEF prennent en charge des mineurs de l'ensemble du territoire. Donc dans la réalité, on fait quand même une priorité au niveau de l'interrégion. Donc ils ont accueilli soit dans le cadre d'un accueil préparé ou soit dans le cadre d'un accueil immédiat, en alternative à la détention. La durée de placement est de 6 mois, renouvelable une fois. Donc les CEF poursuivent un objectif d'insertion et de prévention de la réitération des actes délinquants, ou des comportements même délinquants, par une action éducative structurée et visant l'évolution positive de la situation du mineur. Les principales difficultés par rapport au CEF et d'autres établissements aussi de placement de la PJJ, c'est que nous n'avons pas l'adhésion du mineur. Donc ça, on doit le travailler afin de construire un projet avec le jeune. On a également la question de la famille, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais elle est essentielle. Donc parfois même l'éloignement géographique n'est pas évident pour travailler avec la famille, le retour du jeune. Et la même difficulté que dans les établissements pénitentiaires ou dans d'autres lieux d'hébergement, c'est le collectif. Donc effectivement, on a des mineurs qui sont multirécidivistes, multiréitérants, avec des mineurs qui sont primo-délinquants. Donc ça aussi, ça peut être une de nos difficultés par rapport au travail que l'on fait auprès des mineurs. Après avoir pu vous faire une présentation générale et assez rapide des CEF, je vais essayer de vous présenter concrètement le projet du CEF, les Cèdres. Donc le CEF de Marseille est effectivement en milieu urbain, je ne pense pas que je vous apprenne grand-chose. C'est un établissement du secteur public qui a ouvert donc, le 18 décembre 2013. Donc par rapport aux admissions, on accueille des mineurs, 12 mineurs, âgés entre 15 et 18 ans. Donc les accueils, comme c'est prévu dans le cadre juridique, c'est des accueils préparés ou au titre de l'alternative à la détention. Les mineurs qu'on accueille au CEF de Marseille sont majoritairement issus de l'interrégion sud-est, et plus particulièrement du territoire des Bouches-du-Rhône, parce qu'il y a un fort besoin en termes d'alternatives à l'incarcération. Les faits principaux pour lesquels les mineurs sont placés, en tout cas au CEF de Marseille, sont des faits de vol avec violence ou vol par effraction et trafic de stupéfiants. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, ils sont essentiellement placés sous contrôle judiciaire, donc ils ont rarement été condamnés. L'équipe du centre éducatif fermé est pluridisciplinaire. Donc, elle est composée de 27 personnels, une directrice, un chef de service, donc dit responsable d'unité éducative, de 17 éducateurs. Donc, les éducateurs ne sont pas tous en même temps en service. Ils sont 2 par service, de 7h à 17h, de 16h à 23h et de 21h à 7h. Un éducateur sportif, une enseignante, un psychologue, un pédopsychiatre, que vous avez pu voir ce matin, le docteur Bansard, une infirmière, un adjoint technique d'entretien, une maîtresse de maison, 2 adjoints techniques cuisine et une adjointe administrative. En fonction des projets, les professionnels sont répartis sur des pôles que je vous présenterai plus tard dans mon exposé, donc le pôle sport, culture, santé et insertion. Bien que le travail au sein du CEF soit contraint, je tiens quand même à préciser que c'est un établissement éducatif. Parce que d'ailleurs, si on regarde le sens de l'ordre, c'est centre éducatif fermé, et c'est pas centre fermé éducatif. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de représentations par rapport au centre éducatif fermé. Parfois, on pense qu'on travaille en détention, on ne sait pas vraiment ce que c'est un centre éducatif fermé. Donc notre projet de service se décline en 4 actions. Construire un projet individualisé et adapté pour chaque mineur. Donc là, c'est essentiellement le rôle de 2 éducateurs référents par mineur.
Inscrire la structure dans son environnement territorial, parce que comme je vous ai expliqué, on construit beaucoup de partenariats. Prendre soin des mineurs. Donc prendre soin des mineurs, il y a l'aspect santé, mais il y a aussi créer un lien avec le mineur, un lien de confiance. Et enfin, apporter des réponses à toutes les transgressions. Donc la colonne vertébrale du projet du CEF est axée sur la construction d'un projet éducatif cohérent, j'insiste, cohérent et opérant. Le placement est découpé en 3 phases. Donc la phase qui dure en moyenne 2 mois, mais voilà, il faut faire preuve de souplesse selon l'évolution du mineur. Donc la phase d'accueil, qui est surtout une phase d'évaluation. Une phase dite d'acquisition. Donc là, c'est un approfondissement du projet du mineur. Et une phase projet de sortie, qui est une phase très importante et qui doit, à mon avis, le projet de sortie être travaillé bien en amont, dès le début du placement du mineur. Donc la spécificité de notre action éducative repose sur un programme d'activité soutenu et obligatoire, des mesures de surveillance et de contrôle des mineurs. Les mineurs sont toujours accompagnés par les professionnels du CEF lorsqu'ils vont sur l'extérieur. Sauf autorisation du magistrat, à partir du 3e mois, il est possible que le mineur se rende à l'école ou sur son lieu de stage ou de formation seul. Donc c'est aussi une manière d'évaluer l'autonomie du mineur et sa capacité à ne pas réitérer ou ne pas récidiver. L'enjeu dans notre structure est donc d'impulser et de maintenir une dynamique d'activité qui fait sens et qui ne soit pas occupationnelle. Et donc on doit aussi concilier l'individualisation des prises en charge et la dynamique de collective. Donc c'est vrai, on a beaucoup tendance à gérer le collectif, à éviter que ça explose. Donc c'est vrai qu'on doit garder à l'esprit qu'il faut construire un vrai projet pour le mineur. L'emploi du temps des jeunes est individuel. Donc les mineurs, quand ils sont en atelier sur la structure ou à l'extérieur, ils sont toujours par groupe de 4. C'est comme un peu ce que disait Madame Martinière, on évite que le collectif soit toujours réuni, d'éviter d'avoir les 10-12 jeunes ensemble. Donc on les met par groupe de 4. L'objectif d'avoir un emploi du temps bien défini, ça permet aux jeunes de reprendre un rythme de vie. Parce qu'il faut savoir que les jeunes qu'on accueille, ça fait des fois plusieurs années qu'ils n'ont pas été à l'école, qui ne se sont pas levés le matin, qui n'ont pas mangé à table tous ensemble avec leurs parents. Donc ça, c'est des petites règles qu'on essaye de remettre en place. Le deuxième objectif, c'est une remise à niveau scolaire ou d'apprentissage, facilitée notamment par la localisation urbaine du centre éducatif. Et le troisième objectif, comme j'ai pu vous le dire, la construction d'un projet de sortie. La journée type d'un jeune au CEF. Donc 7h30, c'est le lever. À 9h, il y a une mise en activité. Donc les jeunes sont répartis par groupe ou partent sur l'extérieur pour leur formation ou pour être scolarisés dans un collège. Ce qui est quand même très rare qu'ils soient scolarisés dans des collèges. Généralement, c'est plutôt sur des dispositifs de remise à niveau. Mais c'est vrai que la scolarité dans un collège ou dans un lycée, c'est quand même à la marge. Donc ils tournent sur des créneaux d'1h30. À 12h30, il y a le repas. De 13h à 14h, il y a un temps libre avec possibilité de regarder la télé, donc de regarder le journal télé. Donc ça les intéresse un peu moins, mais ils n'ont pas accès à leur chambre, donc de la journée. À 14h, il y a la reprise des activités, donc même fonctionnement que le matin. À 16h30, c'est le goûter. À 17h, donc ils ont un temps libre avec consultation des correspondances des avocats, s'il y en a. Accès aux chambres, donc ils peuvent regarder aussi la télé. Voilà, des activités peuvent être proposées ponctuellement par les éducateurs, mais on évite de trop proposer aussi d'activités parce que déjà toute la journée ils ont été en activité, donc c'est bien aussi qu'ils aient un peu leur temps en individuel ou entre eux. Et à 22h, c'est le coucher. Donc l'emploi du temps est structuré par une articulation entre les cours de l'enseignante, les ateliers de l'éducateur sportif et les partenaires. Donc les partenaires. Pour le pôle insertion, on travaille avec le centre départemental de l'accès au droit. Il vient une fois tous les 15 jours sensibiliser les mineurs au droit, à la discrimination, aux relations filles-garçons. On a un grand partenariat avec l'Office national des forêts. Donc on débroussaille les calanques une fois par semaine. On construit aussi des chemins pour les randonneurs l'été. On travaille aussi avec l'hôpital Sainte-Marguerite. On s'occupe de l'entretien des espaces verts. On a également un partenariat avec le Pompiers sans frontières. Donc les jeunes font des activités de secourisme, ils sont formés au diplôme de premier secours, aux activités de sauvetage en mer.
Par rapport au pôle culture, on a un atelier écriture, donc atelier slam. Donc là, les jeunes écrivent des textes, donc on travaille sans qu'ils s'en rendent compte l'écriture, l'orthographe. Après, un atelier audiovisuel. Donc là, c'est un atelier où ils travaillent leur projet professionnel. Donc ils essayent d'expliquer le travail qu'ils souhaiteraient effectuer. On a un partenariat aussi avec un peintre, donc cette activité marche très bien auprès de notre public. Par rapport à la santé, donc on a également des partenaires Addiction Méditerranée. Donc là, cette association vient une fois par mois au CEF et sensibilise les mineurs à surtout les problématiques liées à la toxicomanie, hein, parce que c'est un peu le fléau de nos institutions, la consommation de cannabis. Le centre Pugébis, donc là, les jeunes sont reçus en entretien individuellement et c'est souvent lié à des obligations de soins. Un partenariat aussi avec une sophrologue qui intervient une fois par semaine, avec le planning familial. Également, pour faire le lien avec ce que disait Madame Martinière sur la médiation familiale, on a un partenariat important avec un poney club. Donc les jeunes vont une fois par semaine s'occuper des chevaux. Donc on essaye de construire un projet autour de l'équithérapie. Par rapport au sport aussi, on a beaucoup de partenaires qui sont notamment subventionnés par la région ou par la préfecture. Donc ils font de l'escalade, de l'escrime, de la boxe, ils partent au ski. Donc voilà, c'est aussi parce comme ils font beaucoup d'activités dans l'année, il faut aussi qu'ils aient des temps autres de loisirs. Donc par rapport à tous ces projets, toutes ces activités que j'ai pu vous présenter, elles se passent beaucoup à l'extérieur. Donc c'est vrai que le terme fermé de centre éducatif renvoie plus à une notion juridique, puisque les mineurs se rendent régulièrement à l'extérieur, se retournent en famille aussi le week-end. Au bout du 3e mois, si on estime qu'ils sont capables on estime que voilà, on peut leur faire confiance sur le fait qu'ils ne vont pas réitérer leurs actes, ils ont possibilité avec l'accord du magistrat, de retourner en week-end. La question qui est souvent posée aux professionnels qui travaillent en CEF, c'est comment s'exerce la contrainte dans nos structures. Donc je pense que j'y ai répondu. Elle s'exerce tout simplement par un cadre d'intervention très précis, un règlement de fonctionnement qui est partagé par tous, une structuration des journées cohérente, mais aussi par le contrôle obligatoire des déplacements des mineurs et le contrôle des accès. Chaque mineur est reçu en fin de semaine par le responsable d'unité, donc le chef de service, pour faire le point sur la semaine et les éventuelles difficultés qu'il a pu rencontrer ou ses demandes. Donc une fiche comportement après est faite par le chef de service avec des couleurs. Donc généralement on essaye de les motiver, donc il y a plus des oranges que des rouges, surtout par rapport à la consommation de cannabis. Justement pour en venir aux incidents au sein de la structure, donc le règlement de fonctionnement prévoit une échelle des réponses à apporter aux différentes transgressions. Donc, je suis plutôt favorable à ce que les éducateurs apportent tout de suite une réponse. Par contre, il y a des incidents où il faut élaborer la sanction en réunion pluridisciplinaire. Donc, l'incident peut être retranscrit dans le rapport au magistrat ou dans une note spécifique selon la nature de l'incident. Et un dépôt de plainte peut avoir lieu s'il s'agit d'une infraction comme des violences ou des dégradations. Toutes les sanctions elles sont affichées devant le bureau des éducateurs, donc les jeunes ont connaissance des sanctions et pour quel motif, et elles sont inscrites dans un registre. Alors les incidents les plus récurrents au CEF, on pourrait à première vue se dire c'est les violences. Alors je ne sais pas si c'est au CEF de Marseille, mais c'est pas l'incident qui remonte le plus. Donc j'ai la preuve par des fiches incidents qui me sont remontées. Les incidents les plus récurrents sont l'usage de téléphone, la consommation de cannabis, donc qui sont liés. Les téléphones permettent la consommation, le ravitaillement en cannabis. Les cigarettes aussi, puisqu'il est interdit de fumer dans le CEF. Et les insultes. Parce que c'est vrai que le public, on n'est pas, quand je vous dis qu'il n'y a pas des violences, il n'y a pas de violence physique, mais par contre, c'est vrai qu'il y a, les éducateurs peuvent se faire régulièrement insulter, donc moi je banalise pas les insultes, donc on les reprend en interne, voilà, par des sanctions. Alors un type quand par exemple il y a des dégradations, le type de sanction apportée c'est la réparation de la chose cassée et le retrait de l'argent de poche, parce que les mineurs ont droit de l'argent de poche chaque jour. Donc ça équivaut à 1 € pour un mineur de moins de 16 ans et 1,33 € pour des mineurs de plus de 16 ans.
Pour des insultes, par exemple, sur un agent, ça peut être une lettre d'excuse. Pour un refus d'activité, le nettoyage du jardin ou des parties communes. Concernant la gestion des incidents un peu plus graves qui relèvent de la catégorie des infractions et non des transgressions au règlement, un protocole justice a été signé avec les autorités judiciaires et policières. Donc ça permet une articulation des services et une réactivité. Le CEF a également mis en place un protocole interne de gestion de la violence, donc la procédure que doivent suivre les agents en cas de violence. Pour conclure, je crois que le CF s'inscrit pleinement dans la palette des solutions éducatives apportées aux mineurs. Donc, comme dirait mon directeur territorial, c'est pas un cursus, le CBF, c'est un passage dans le parcours du mineur. Vous me reprendrez si je déforme vos propos. Donc l'articulation, je pense que le gros travail qu'on a à faire, les centres éducatifs fermés, mais je pense aussi les autres structures d'hébergement, c'est l'articulation avec les services de milieu ouvert qui restent quand même les référents du mineur jusqu'à sa majorité ou même après, selon les cas. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci à vous de nous avoir éclairé.